Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent, que vous soyez en streaming ou sur place au Quai des Savoirs de Toulouse. Je vous rappelle qu'à tout moment, en flashant le QR code que vous avez à disposition sur vos chaises, vous aurez la possibilité de poser des questions à nos invités à la fin de la table ronde. Et cette question qui nous taraude pour cette 6e session est la suivante: le jeu vidéo sauvera-t-il la culture française? Cinéma abandonné, livres délaissés, opéra et théâtre plébiscités par les classes sociales les plus favorisées. En 2022, le maître de l'industrie culturelle en France est de plus que jamais le jeu vidéo à la croissance continue. De plus en plus de jeux vidéo sont d'ailleurs adaptés au cinéma, signe d'une influence grandissante. Alors, où se situe la France sur l'échiquier mondial vidéoludique? Quels sont les potentiels développements d'un art où s'entremêlent blockbuster et œuvres dites d'auteur? Pour en parler, merci de réserver un accueil de stars à Jean Z, journaliste, commissaire de l'exposition Ubisoft Une Odyssée Montpelliéraine, Déborah Papiernik, senior vice-présidente en charge des partenariats et des alliances stratégiques chez Ubisoft, et Anne Desvoissous, directrice de production du studio Kiloton, cofondatrice de l'association Women in Games France et première vice-présidente du syndicat national du jeu vidéo. Et c'est toujours l'ami Guéric Poncé, journaliste au Point, qui sera notre modérateur. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Alors, je vous propose qu'on rentre de nouveau immédiatement dans le sujet. Je vais vous poser une question à tous les trois qui est assez simple. Est-ce que le secteur du jeu vidéo se porte bien selon vous? Déborah, peut-être en premier. Oui, il se porte plutôt bien, le secteur du jeu vidéo. C'est une industrie qui est en croissance et qui aujourd'hui représente à peu près 200 milliards d'euros au niveau mondial. C'est plus gros que cinéma, musique, vidéo en streaming combiné. Donc c'est vraiment la première industrie culturelle au monde. Vous êtes d'accord? Oui, on a quand même passé la période de confinement qui était pas simple pour tous les studios et tous les éditeurs. On commence à ressentir quand même, puisqu'il y a une euphorie de dire le confinement privilégie le jeu vidéo. Aujourd'hui, on subit quand même un petit peu des retards de jeu, etc. Donc, on a subi comme d'autres industries ce confinement, mais effectivement, c'est un secteur en pleine croissance et il y a une effervescence de création très intéressante. Ouais. Jean, si vous êtes d'accord avec ça, peut-être vous pouvez nous dire quels seraient les points noirs malgré tout? Alors, disons, on peut relativiser. Effectivement, on est dans un post-confinement, donc de fait, là où il y a eu une croissance effrénée, parce que quand on était à la maison, il fallait bien faire quelque chose. Et jouer en famille, ça permettait d'éliminer quand même pas mal de problématiques, je dirais, ou de frictions, friction familiale. Et puis aussi de relativiser, parce qu'en France, le livre reste quand même très fort. C'est quand même la deuxième industrie, on l'oublie souvent. Mais faire quasiment jeu égal plus que le marché du livre ou que le monde du livre, c'est déjà énormément en France. C'est vraiment beaucoup. Donc oui, effectivement, c'est un marché qui est un secteur qui est très vivant. Alors Anne, vous êtes donc première vice-présidente du syndicat national du jeu vidéo. Est-ce que vous pouvez nous brosser un portrait de la santé, pas seulement du jeu vidéo en soi, mais des studios français au sein de cet écosystème-là? Alors, on a un écosystème très très large en France, puisqu'on a la chance d'avoir, par exemple, Ubisoft qui est dans les premiers éditeurs au monde en taille, en poids, en qualité de jeu édité. Et puis, à l'extrême de l'éventail, on a des tout petits studios de quelques personnes. Voilà. Donc, on a une variété de tailles d'entreprise, de 20 000 employés à 2 ou 3. Et puis, on a une variété de types de jeux et de supports de sortie, puisqu'il y a des jeux qui sortent sur console, sur PC, il y a des jeux qui sortent sur mobile.
Donc ça fait une offre très très variée. Donc aujourd'hui en France, on a tout ce panel en fait d'entreprises qui ont des problématiques communes quand il s'agit de trouver des talents, par exemple, de financer les projets, de trouver leur marché à l'international. Et en même temps, il y a des disparités effectivement de fonctionnement et de points de vue à défendre dans toutes ces entreprises. Ouais. Alors, Déborah, est-ce qu'il vous arrive parfois d'être confronté à des patrons ou des secteurs qui refusent de reconnaître le jeu vidéo comme un objet culturel? Comment le jeu finalement a gagné ses lettres de noblesse et les conserve? Je dirais que ça a beaucoup changé dans les dernières années. Pendant longtemps, le jeu vidéo était un petit peu dédaigné. Un peu regardé de haut en disant ouais, qu'est-ce qu'ils font, est-ce que c'est vraiment bien utile, est-ce que c'est pas futile ce jeu vidéo? Et puis finalement, peut-être avec l'évolution des générations, où les gens qui ont commencé à jouer quand ils avaient 12 ou 15 ans, et ben maintenant ils sont sur le marché du travail, et puis ils sont même décideurs. Aussi peut-être parce que le poids économique du jeu vidéo a beaucoup grossi, et du coup les patrons qui regardent un peu les chiffres disent oulala, mais ça devient une vraie industrie ce truc-là. Et puis aussi parce que quand on regarde les jeux aujourd'hui, ben on est bluffé. Parce que graphiquement, c'est juste époustouflant, parce qu'on voit bien que les outils même du jeu vidéo commencent à être utilisés ailleurs. Et du coup, finalement, le jeu vidéo est rentré dans la vie économique et dans la vie culturelle. Et après, c'est une question de personne. Alors effectivement, Jean, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais moi je me souviens que au moment du début de la guerre civile en Syrie, lorsque Palmyre a été reconstitué par des créateurs de jeux vidéo, en l'occurrence, je crois que c'était chez Ubisoft, qu'il y avait eu... On a contribué à une expo sur le sujet. Ça a été une prise de conscience dans l'opinion publique du fait qu'on pouvait reconstituer des lieux de patrimoine. Pareil pour Notre-Dame. Est-ce que tu penses que à quel point ça a contribué à faire accepter le jeu vidéo comme un objet culturel ? C'est vrai que les institutions culturelles, elles sont plutôt en avance, je dirais. Elles ont une écoute assez particulière du secteur français, hein, d'ailleurs, je dirais Ubisoft, mais je parlerai aussi d'Assobo à Bordeaux. Enfin, il y a quelque chose comme le passé, les monuments historiques. On a une appétence en France pour ça. Et je pense qu'il y a un dialogue qui se fait. Il y a un dialogue qui se fait parce que tout simplement, où sont les jeunes aujourd'hui? Parce qu'il faut quand même dire les choses à un moment. Où sont les jeunes aujourd'hui? Ils jouent. Enfin, c'est-à-dire plus que même ils jouent, parce qu'on va dire oui, mais ça c'est futile. C'est-à-dire que parmi leur culture, il y a le jeu vidéo, il y a les écrans, voilà. Et d'ailleurs, on le voit très bien, je sais pas, l'Atelier des Lumières à Paris ou des choses comme ça. On commence à mettre évidemment ici des jeux d'écran, voilà, pour donner du style. C'est-à-dire que les écrans, de la manière de jouer avec, ça commence à rentrer effectivement dans le fait que oui, c'est de la culture. Voilà, ça peut rentrer dans l'acceptation, la labellisation culture, et donc le jeu vidéo y contribue, et c'était très très beau, hein, du côté de Palmyre, cette reconstitution de Palmyre, c'était vraiment bluffant dans le sens où il y avait quelque chose qui se passait vraiment entre cette reconstitution et moi, par exemple, en tant que spectateur, ça avait beaucoup marché. Il y a une émotion en fait qui passe par les images, mais aussi par ce qu'on vit. En fait, la puissance du jeu vidéo, c'est pas juste faire des jolies images, c'est créer des univers où on est vraiment immergé, même sur un écran plat. Parfois, ça peut être aussi en réalité virtuelle, mais même sur un écran plat, on crée une proximité avec l'image qui fait qu'on vit des émotions et qu'on est emporté dans ces mondes. Oui, une force du jeu vidéo, c'est qu'on s'adapte aux nouveaux usages en fait des consommateurs de culture, et ça permet une immersion forte, parce que si on cherche la définition de l'objet culturel, c'est des créateurs qui racontent une histoire avec des spectateurs plus ou moins actifs. Dans le jeu vidéo, effectivement, ils sont plutôt actifs et qui vont s'immerger, qui vont s'identifier à des personnages. Nous, on fait des jeux, chez Kiloton, on fait des jeux de rallye. Et ben, il y a une immersion et il y a aussi une histoire qu'on raconte, en fait. On raconte une histoire. Nous, on emmène les joueurs à travers plein de pays différents et ça leur raconte quand même une histoire. Et donc, tous les jeux racontent une histoire aux joueurs. Ouais. Et alors, si on s'interroge sur le thème de cette table, le jeu vidéo va-t-il sauver la culture française? Jean, comment le jeu vidéo finalement se raccroche à des siècles de culture française? Quel est le lien? On ne le voit pas forcément de façon évidente tout de suite, et finalement, en fait, il est bien là.
Parce qu'on prend le problème à l'envers, parce qu'on se dit, mais que vient faire Pac-Man dans mon histoire de Hieronymus Bosch, dans mon histoire de Matisse, de Monet, de Manet? C'est pas le bon... comment dire, je dirais que là où on se trompe, c'est que le jeu vidéo a déjà sauvé la culture française. C'est que si on parle de la culture française au présent, si on conjugue cette culture française au présent, il y aura le jeu vidéo. Seulement, on a toujours du mal à la conjuguer au présent. On la conjugue toujours au passé. On va aller chez les impressionnistes, on va aller chez les romantiques allemands. On aime bien ce côté passé, ce côté monument. Mais en réalité, la culture qui se fait du côté de, je sais pas, GTA, Red Dead Redemption, qui ont des scénarios absolument extraordinaires. Mais du côté de la reconstitution, si on parle des Assassin's Creed, qu'est-ce qui donne envie de voyager à beaucoup de jeunes, d'aller voir l'Italie de la Renaissance, telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est Assassin's Creed 2 et la suite. Et dans les faits, c'est vrai, ça donne envie aux jeunes d'y aller. Enfin, je parle en tant que journaliste. On a des histoires magnifiques, des témoignages de familles qui disent « Ouais, alors j'ai emmené mes ados à Venise et arrivé là-bas, c'est les ados qui ont fait les guides parce qu'en fait, ils connaissaient Venise grâce à Assassin's Creed 2. » Les raccourcis. Et alors, comment finalement on arrive à passer au-delà du paradoxe, parce qu'on voit que finalement il y a des studios français qui produisent des événements mondiaux, mais que certains jeux produits en France ne sortent pas en version française, parce que finalement c'est pas le marché auquel on s'adresse. Alors je crois que c'est pas le cas chez Ubisoft, mais est-ce qu'il y a parfois des aberrations comme ça où de la culture française n'est pas en français? Alors, je pense assez peu quand même, puisque nous, développeurs français, on travaille très souvent dans notre langue, et donc on développe nos jeux en français, mais évidemment, nos jeux sont pensés pour un marché international. Par exemple, chez nous, on fait nos jeux en 16 langues, dont les dernières langues arabes, vietnamien et turc. Donc on va vraiment, vraiment de façon très large penser des jeux. On hérite de la culture française, mais au sens très large, et de tout l'héritage, en fait. Et nos talents, aujourd'hui, en France, ils ont cette culture, ils sont imbibés de cette culture, et finalement, ils remettent dans la machine tout ce poids d'héritage, et ils font... Et ils participent à une nouvelle culture, mais c'est cet héritage, et c'est vrai que les Français sont très reconnus, très recherchés aussi pour cette capacité à innover, à imaginer, à être des créateurs, à être des narrateurs hors pair. Développer un jeu vidéo, ça coûte très cher. C'est extrêmement difficile de rentabiliser un bon jeu juste sur le marché français. C'est un marché qui est trop petit. Ça représente, je sais pas, 5%, 8% maximum. C'est vraiment tout petit en termes de vente. Et donc, nous, nos jeux, ils sont pensés pour l'international. Et le jeu vidéo, en plus, c'est un des rares médias qui soit complètement international et qui s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de différence sociale. Il n'y a pas besoin d'avoir un bagage culturel particulier pour y accéder, par exemple. Et du coup, ça parle vraiment à tout le monde. Et au sein des équipes, les gens sont extrêmement variés. Enfin, c'est souvent des gens qui sont passionnés, pas passionnés que de jeux vidéo, ils sont passionnés de tout. Enfin, c'est des gens qui donnent tout et en plus de ça, nous, on a des équipes qui sont extrêmement internationales. Alors, excusez-moi, je vais jouer la mouche du coche, parce qu'on part tous du principe que la bataille culturelle est gagnée. Mais encore récemment, on regardait sur une chaîne de télévision une gameuse interviewée par Pascal Pro, donc Kayané en l'espèce, et tous les clichés sur les jeux vidéo sont ressortis. Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé à un point d'inflexion où ça y est, c'est vraiment considéré comme un objet culturel, Jean ou Déborah, où il y a encore des progrès à faire? Parce que là, je parlerai même de génération. Quand on dit à des gens j'ai 50 ans, à titre personnel, je joue aux jeux vidéo, on fait oui, d'accord. On est mis dans une case, c'est pas encore de trucs de dire oui, c'est génial, bien sûr. En fait, pour moi, c'est difficile de persuader les gens, leur dire c'est un objet culturel s'ils n'ont jamais essayé et s'ils n'ont pas envie d'essayer. Okay, ça fait 25 ans que je travaille dans le jeu vidéo. Je ne sais pas jouer. Vous me donnez une manette, je ne sais pas où est le X, où est le A, je me perds en 3D. Mais c'est pas grave. Cette industrie, elle me fascine parce que c'est un mélange de tech et d'art, qu'elle innove tout le temps, qu'elle est poussée par la tech, qu'il y a tout le temps des challenges, des nouveaux entrants, des nouvelles tech, des nouveaux softwares, des nouveaux usages. On est obligé de se réinventer tout le temps. Donc l'industrie est passionnante et elle produit des objets culturels d'une qualité objectivement, quand on les regarde, qui sont très beaux. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui ne les voient pas.
Voilà, exactement. Et ben, du coup, il y a d'autres moyens de leur montrer. Par exemple, moi, je travaille beaucoup avec les musées. Donc, On a l'impression qu'on a besoin d'avoir une légitimité qui serait l'onction ou l'imprimatur du musée, de dire regardez comme on est passé par les fourches du musée, on est devenu un objet culturel légitime. C'est pas exactement ça. Par exemple, là, en ce moment, il y a une expo de Grand Palais Immersif sur Venise, qui est à Paris, à Bastille. Ils font toute une expo, ils ont travaillé avec une start-up Iconem pour montrer des vues très différentes de Venise. À l'intérieur, il y a une salle Assassin's Creed, qui est une marque de jeux vidéo d'Ubisoft. Tout le monde ne joue pas à Assassin's Creed. D'abord, c'est un jeu pour les plus de 18 ans. Puis c'est un jeu qui n'est pas hyper facile d'accès quand on n'a pas joué. Et bien, ce qu'on a fait avec mon équipe, c'est qu'on a repris le jeu Assassin's Creed 2, qui est sorti il y a plus de 10 ans, qui est sur le Venise pendant la Renaissance. On a filmé à l'intérieur du jeu des séquences et on fait des vidéos interactives pour visiter des quartiers de Venise pendant la Renaissance. Il n'y a que le jeu vidéo qui est capable de faire ça. Produire ces images, on pourrait le faire, hein, comme un dessin animé, mais ça coûterait une fortune. Alors que nous, on a la matière, on propose ça et finalement, on a des gens de tous les âges qui visitent cette salle et qui d'un seul coup se disent « Waouh, je ne savais pas que le jeu vidéo, il savait faire ça ». Mais c'est vrai qu'on est sur une culture très très récente. Alors peut-être tu la situes il y a 50 ans, au niveau un peu plus grand public, on va dire peut-être une trentaine ou une quarantaine d'années. Enfin voilà, on est sur une culture très récente. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a aujourd'hui atteint notre point de maturité ou est-ce qu'il y a encore des étapes à passer? Je pense qu'on pourrait considérer qu'on est assez proche de notre maturité. Si par exemple on se compare au cinéma quand il a démarré, voilà, il a fallu des dizaines d'années pour... Et la critique qui était faite probablement au cinéma, c'est ça va tuer le livre, oh mon Dieu, c'est dangereux, c'est une sous-culture, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on est proche de cette maturité et on est juste une offre culturelle qui vient compléter l'offre culturelle précédente. Ça ne vient pas effacer une culture précédente, ça vient compléter. Et après, eh ben, chaque personne va être consommateur d'une culture ou d'une autre avec ses propres affinités. Et effectivement, la culture jeu vidéo, elle nécessite d'être équipé, d'avoir une certaine dextérité, de savoir vers quel type de jeu se tourner. Il y a autant de genres de jeux qu'il peut y avoir de genres de films ou de genres en littérature. Donc, de rentrer dans cette culture, c'est pas forcément accessible très facilement, finalement. Et ça peut être, on peut être accompagné, en fait, ou on peut être spectateur. On peut être spectateur de compétitions e-sport sur des jeux de sport. On peut être spectateur de jeux vidéo, finalement, à travers les musées. On peut consommer cette culture et l'apprécier et découvrir ses profondeurs autrement, des fois, que d'être un joueur actif avec la manette en main, en fait. Et puis, c'est aussi un lieu de création, finalement. Donc effectivement, comme tu disais, ça vient compléter la culture plus traditionnelle. Mais par exemple, on crée de la musique pour les jeux vidéo. Et on crée tellement de musique pour les jeux vidéo que pour la première fois, il va y avoir une catégorie jeux vidéo aux Grammy Awards. Donc ça veut dire c'est Angel, Beyoncé et les jeux vidéo. Enfin, tout ça sur le même plan. Et de la même façon qu'au début du cinéma, la musique dans le cinéma, bon, elle était pareil, regardez un peu dédaignée. C'était pas les grands compositeurs. Quand des gens comme Ennio Morricone, etc., ont commencé à faire de la musique dans le cinéma, leurs copains leur ont dit « Qu'est-ce que tu vas faire? C'est nul. » Et puis elle a gagné ses lettres de noblesse petit à petit. C'est pareil dans le jeu vidéo. Les compositeurs de jeux vidéo, personne ne les connaissait. Quand vous avez le concert symphonique avec 100 musiciens au Grand Rex, la fin octobre, une salle de 2700 personnes qui est pleine, et vous avez 2 heures de concert de musique symphonique Assassin's Creed, et les 2 compositeurs qui étaient là, qui sont ovationnés par le public, vous les connaissez peut-être pas, mais les joueurs, ils les connaissent, et c'est des vrais stars. Oui, alors après, il y a peut-être aussi... comment dire, c'est vrai que ce n'est pas un objet culturel légitimé. C'est difficile, en tout cas, de dire ça de but en blanc, de l'opposer. On le voit bien encore dans les médias. Alors, il y a le problème des médias. Mais le problème des médias, c'est un autre problème que je connais bien. C'est un autre problème. C'est dans les médias, il y a ce qu'on appelle la branche culturelle, le secteur culturel que vous connaissez sans doute, au Point ou ailleurs, etc. Moi, je connais celle de Radio France. Il n'y a pas, le jeu vidéo, en France, ne fait partie d'aucun secteur culturel, d'aucune rédaction. Oui, c'est rattaché aux services high-tech en général. C'est rattaché à tous les services que vous voulez. Mais alors, tous, hein, mais économie, tout ce que vous voulez, sauf la culture. Or, pardon,
Oui. À la fin, peut-être. On verra ça à la fin, si on vous le voulez fera bien. après. Merci beaucoup. Or, il faudrait une directrice ou un directeur de publication, tout simplement, parce que c'est à elle ou à lui de décider, de dire, bon, on va arrêter, je siffle la fin de la partie, et je dis, non, le journaliste ou la journaliste qui s'occupe de la culture, eh ben, il va faire partie de l'équipe culture, point. Ça ne se fait pas. Donc, ouais, on voit déjà bien qu'il y a une séparation, une scission qui est de fait, au moins dans les médias, c'est Boris qui citait l'émission de Pascal Praud, de fait. Il y a aussi une autre idée, c'est que peut-être que les joueuses et les joueurs ne le veulent pas. Et qui se disent, ben ouais, mais moi j'ai toujours mon objet qui est là, ma culture à moi, qui me sert toujours à ringardiser les boomers. J'en suis un, donc j'ai pas de, voilà, je peux m'auto-flageller. Et mieux que le rock'n'roll, c'est-à-dire avec plus de longévité que le rock'n'roll, ça me permet toujours de ringardiser mes parents. Et c'est génial. Et ça marche toujours. C'est-à-dire qu'on est 50 ans après la naissance, je sors un des jeux, et les parents, ils n'ont qu'une à FIFA, de toute façon, à chaque fois qu'on en parle, c'est de se prendre une énorme fessée par leurs enfants sur FIFA. Ouais, par exemple, mais c'est très drôle parce que d'un coup, voilà, on peut jouer ensemble, mais il y a et c'est une force. Hein. C'est-à-dire que le jeu vidéo a toujours cette vitalité de dire hey, on va de l'avant, on continue à avancer, on continue à chercher, et on continue à proposer quelque chose finalement de nouveau, qui est peut-être un peu finalement, c'est pour ça que c'est pas un objet culturel légitimé tout à fait, on n'arrive pas très bien à le situer, à le définir, à le poser comme ça, bien comme la table, là, voilà, on sait ce que c'est. Il n'est pas encore encadré finalement ce jeu vidéo de manière très précise, et donc il a encore toute une vitalité à lui. Alors, un autre moyen de le légitimer, entre guillemets, c'est parfois d'avoir des produits dérivés du jeu vidéo. Quand on arrive à avoir des films qui sont issus, par exemple, d'un jeu vidéo, parfois c'est des choses intéressantes, parfois c'est des naufrages. Quel est votre regard là-dessus? D'ailleurs, c'est des influences croisées. Hein, c'est des influences croisées. Il y a la série Arcane, par exemple, qui est fait par, qui est une adaptation de League of Legends, qui est fait par un studio d'animation français, Fortiche. Tant mieux si ça diffuse et si on fait des adaptations de livres en film. Aujourd'hui, on fait des adaptations de jeux vidéo en séries animées et en livres. Il y a des bouquins d'art, tu es bien placé pour le savoir, qui sortent à partir de jeux vidéo. Tant mieux, c'est peut-être un des signes de maturité finalement que les cultures se croisent et se nourrissent l'une et l'autre. Ouais. En fait, est-ce que c'est un objet culturel au sens de la culture noble dont on a l'habitude en France? Peut-être pas tout à fait. Est-ce que c'est grave? Peut-être pas, tant qu'on la respecte comme lieu de création et comme, on va dire peut-être objet culturel plutôt que objet créatif et culturel. Et c'est pour ça d'ailleurs, on parle beaucoup des industries créatives et culturelles. C'est pas juste la culture des plus âgés, c'est en fait la création et la culture globale. J'ai une question pour tous les trois. Vous allez y répondre successivement. Mais quand on parle culture, on pense toujours à l'exception culturelle française. Qu'est-ce qu'on fait différemment en France finalement? Quelle est l'exception culturelle française dans le jeu vidéo? Je dirais qu'il y a sans doute... On vient chercher quand même les artistes, si on parle vraiment du tissu des 1300, 1400 sociétés en France, et puis beaucoup d'écoles, beaucoup de formations, etc. Donc c'est un pays qui est assez riche quand même, et qui fournit quand même une main-d'œuvre de par le monde, pas qu'une main-d'œuvre en France, de par le monde d'artistes. Donc, il faudrait poser la question plutôt aux Américains et aux Canadiens, aux Québécois. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez les artistes français? Eh bien, je crois que c'est la culture française ou une certaine culture européenne, si on l'élargit quand même. Il y a nous sommes là tous, on charrie, malgré nous, avec nous, toute cette culture. Et je pense que les artistes français, ils charrient cette culture-là. Voilà. Alors, c'est inconscient, ils le portent, mais s'ils sont autant recherchés, je trouve qu'il y a forcément une raison culturelle, ça ne faut pas dire qu'il y a une French touch, mais il y a une raison culturelle à cet appétit. Oui, c'est une souveraineté culturelle finalement d'avoir ce vivier de talent qui se nourrit, cette capacité à penser, à remettre en cause, à innover. C'est un vrai héritage et on est fiers de pouvoir l'utiliser librement en fait. Voilà. Oui, puis on a aussi cette capacité en France, finalement, à digérer ce qui vient d'ailleurs. Je ne dis pas à se l'approprier, mais par exemple, on a tous grandi avec les dessins animés japonais. On n'a pas grandi qu'avec les dessins animés américains, contrairement aux Américains. Nous, on a grandi avec de l'américain et du japonais, et puis un petit peu de français. Donc en fait, dans notre construction, déjà, il y a ce multiculturalisme
qu'on Deuxième absorbe et marché qu'on du manga au fasse ça. monde, la Ouais. France. Oui, oui. Et finalement, notre construction, elle est finalement nourrie d'une culture internationale, mais qu'on arrive à rendre française aussi. Est-ce que vous avez l'impression finalement que la France tire parti de cette influence qu'elle a grâce aux jeux vidéo dans le monde? Bah, de par ses main-d'œuvre qui se déploient un peu partout, oui, forcément. Ubisoft est un exemple, enfin, je veux dire, mais Kiloton aussi. Enfin, c'est-à-dire une internation. On le répète, c'est un marché mondialisé de fait, mais de fait depuis toujours. Alors, bon an, mal an, on a suivi la mondialisation, il fallait que ce public soit mondialisé pour pouvoir être ne serait-ce que rentable. Je ne parle même pas de gagner de l'argent, ne serait-ce que rentable. Donc de fait, ces entreprises-là, elles ont appris à parler au monde, et donc oui, il y a quand même quelque chose qui est de Tout à notre fait, mais richesse, quoi. sans gommer en fait cet héritage. En fait, on vient avec cet héritage nourrir justement ce qui fait les jeux français à l'international et ce qui marche bien. Ouais. On n'essaye pas de copier, par exemple, une culture américaine ou autre. On vient vraiment avec notre background d'héritage. Oui, Assassin's ouais. Creed, je ne sais pas si ça aurait pu être fait. Ils font des choses très bien, les Américains, attention. Hein. Mais Assassin's Creed, c'est vraiment un truc à part où on est vraiment entre le divertissement et l'histoire. Ça, c'est vraiment un truc très, enfin, je dis français, mais très européen aussi, quoi. Voilà, on met de l'histoire, on en met beaucoup, mais on reste dans le divertissement. Ça, on sait faire, ça, on aime bien. Enfin voilà, on a une appétence. Je pense aussi qu'on a là-dessus. une capacité en France aussi à prendre des risques sur ces sujets-là. Par exemple, le premier Assassin's Creed, il parle de la troisième croisade. Je suis pas sûre qu'une boîte américaine aurait pris le risque de faire un jeu sur ce sujet-là. Et on a traité la Révolution française, la Révolution américaine, l'Égypte, la Grèce, les Vikings. Le prochain, c'est sur Bagdad au 9e siècle. Pareil, jamais un Américain il fait un jeu sur Bagdad au 9e siècle. Enfin, c'est pas dans son... C'est pas dans son monde de la construction du monde. C'est pas dans sa vision de la construction du monde, peut-être parce que les États-Unis, c'est beaucoup plus récent, tout simplement. Et sur le tiraillement entre blockbuster et jeux d'auteur, comment ça se passe au niveau du jeu vidéo? Parce on reprenait l'exemple tout à l'heure de l'industrie cinématographique, donc on peut avoir les cahiers du cinéma comme des choses beaucoup plus populaires. Est-ce qu'on a la même chose pour les jeux vidéo? Sachant que les impacts, là aussi, l'investissement initial, vous l'avez dit, pour faire un jeu, ça coûte énormément. Il faut quand même une réussite commerciale au bout. Donc on est tiraillé entre faire quelque chose de grand public et en même temps qui puisse plaire aussi à celles qui recherchent un objet culturel peut-être plus fin. Oh, il y a de la place pour tout le monde en fait. On n'est pas du tout en opposition. Il y a à la fois effectivement des blockbusters, alors les jeux qu'on appelle nous AAA, maintenant quadruple A, mais triple A, c'est-à-dire c'est plusieurs millions d'investissements sur un développement et effectivement il y a un risque financier énorme et donc une rentabilité des marchés à aller chercher. Et puis à côté, et ça fait également des très bons jeux, mais à côté, il y a la place pour tout un autre type de jeu. Et on va aller adresser ce qu'on appelle des marchés de niche, des marchés plus petits.